Salut tout le monde, une petite vidéo complètement improvisée pour tout vous dire. Voilà, j'ai rien écrit de particulier. J'avais envie par contre de la faire depuis un petit moment. Voilà, paradoxalement, mais j'ai pas beaucoup de temps en fait, hein, tout simplement pour écrire en ce moment, pour Réalimateur en tout cas. Je travaille sur des projets perso, à la fois vidéo, enfin fiction, musique, plein de choses. Donc bon. J'ai vraiment très peu de temps à consacrer, mais comme j'avais fait une vidéo de réaction au trailer de Dune de Villeneuve, Denis Villeneuve, pardon, il y a un an, sans montage déjà, je me suis dit que bon, pour boucler la boucle, et aussi ça va me permettre peut-être de faire un petit bilan sur la chaîne Réalimateur à la fin de cette vidéo, tout à l'heure. Voilà, je vais boucler la boucle avec voilà ce que je vais vous dire là. Apprendre à laisser, c'est vous qui voyez. Je suis pas du tout de ceux qui estiment que les spoilers sont super graves. Voilà, je me fous complètement qu'on me raconte, je crois que c'est pas la première fois que je le dis d'ailleurs, un film. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, bah, arrêtez la vidéo tout de suite parce que je vais pas m'empêcher de parler du film de Villeneuve, de dire ce que j'en pense, de dire voilà ce que j'aime, ce que j'ai moins aimé peut-être, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, pour tout vous dire. C'est plutôt parce que bah, en fait voilà, j'ai eu besoin de revoir ce film une deuxième fois. Je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, et de revoir aussi du coup le film de Lynch que j'aime beaucoup en fait, et que j'ai pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à revoir. Voilà, j'ai le Blu-ray que j'ai regardé cet après-midi en vidéoprojection dans de très bonnes conditions, sachant que j'ai revu donc le film de Denis Villeneuve ce matin sur Paris, en très bonnes conditions encore. La première fois je l'avais vu en IMAX. Il n'y avait pas des conditions de ouf en fait en IMAX, hein, pour tout vous dire, encore une fois je me répète, mais c'était au Pathé... Ah, je sais plus, merde, sur Paris, on s'en fout. Enfin voilà, un grand cinéma, un multiplex de Paris. Et donc la projection en IMAX, il y avait des défauts dans l'image, il y avait des pixels qui avaient... je sais pas si c'était lié à ce film en particulier, je pense pas. Je pense que c'était vraiment le vidéoproje, pour le coup, qui avait un souci. Voilà, il y avait des pixels qui avaient cramé, quoi. Clairement, des points bleus dans l'image. Alors, c'était pas plus gênant que ça pour voir le film dans son intégralité. Enfin, voilà, les images sont tellement immenses, etc. Puis on a d'autres choses quand même à faire dans un film que de regarder systématiquement que les défauts, hein, aussi. Donc voilà, non, j'ai globalement... voilà, pour faire vite, hein, parce que je vais essayer de faire en sorte, je veux pas faire de montage, donc je vais essayer de faire vraiment le plus court possible, mais bon, pour les quelques personnes qui me suivent, en général j'y arrive pas, donc je vais pas vous mentir, c'est possible que cette vidéo fasse, je sais pas, une demi-heure, ou même plus, j'en sais rien, peu importe, c'est pas écrit en plus, donc ça va vraiment être au fil de ce qui me vient, mais j'ai quelques trucs à dire, voilà. Globalement, Dune de Denis Villeneuve, donc voilà, j'ai passé un bon moment, globalement, les deux fois d'ailleurs, hein, ce qui est quand même plutôt bon signe en général, quand on revoit un film et puis qu'on se dit, surtout à très peu d'intervalle, hein, parce que je l'ai vu à sa sortie, donc mercredi dernier on était le 15, là on est donc le 19 ou 20, hein, donc vraiment quelques jours plus tard. J'ai ressenti le besoin de le revoir, pas parce que j'étais pas sûr de mes impressions, mais juste parce que je me fais moyennement confiance quand même sur ma capacité à ne pas dire de bêtises quand je m'enflamme un peu des fois, etc. Donc je me suis dit, bon, non, prends le temps, voilà, laisse un peu couler et puis reviens dessus, etc. Parce que y a rien qui m'a énervé dans le film, et je dirais même que c'est peut-être ça en fait qui me pose problème, c'est que en fait, je suis vraiment désolé pour ceux qui ont adoré, surkiffé le film, parce qu'il y a vraiment des critiques et des avis qui sont dithyrambiques, hein, dessus.
et je suis pas là pour dire que les personnes ont tort, pas du tout. Moi, mon ressenti, c'est pas ça. Enfin, je suis pas complètement hypé, hein, comme dirait un autre plus grand youtubeur de France qu'on connaît, Merège, pour ne pas le citer. Hein, voilà, lui, il utilise tout le temps cette expression. Je suis très hypé ou pas. Enfin voilà, moi, alors là, pour le coup, hypé, je l'étais au moment des teasers, au moment du trailer et tout ça, évidemment. Hein, j'ai suivi les trucs, étant encore une fois vraiment je pense, ce qu'on peut appeler un fan de Dune, autant, enfin, le film de Lynch donc, que le roman de Frank Herbert que j'ai découvert sur le tard, enfin, quand j'avais 20 ans à peu près, sur le conseil de mon guitariste de l'époque, puisque j'avais un groupe de rock, et mon guitariste Moïse d'ailleurs, que je salue, et que je remercie de m'avoir conseillé de lire le bouquin, puisqu'il se foutait de ma gueule à l'époque, quand je lui disais justement que j'aimais beaucoup le film de David Lynch. Et il m'avait dit, bon, tu sais quoi, au lieu de dire que de la merde, au lieu de dire de la merde, bah, lis ce bouquin et puis on en reparlera. Et effectivement, bon, voilà, j'avais lu le premier tome et puis le deuxième. Je crois que je suis allé jusqu'au troisième, quelque chose comme ça. Après, j'ai un peu lâché. Honnêtement, je suis un piètre lecteur. Voilà, on a tous nos défauts. Là, celui-là, il est corsé quand même. J'essaie d'y pallier d'ailleurs, mais bon, voilà, hein, c'est un de mes nombreux défauts. Donc voilà, j'ai lu Dune et j'ai beaucoup aimé les romans de Frank Herbert et de ses... je crois que c'est son fils après qui a suivi, enfin quelque chose comme ça, qui a écrit la suite. J'ai aussi donc regardé religieusement, je vais pas vous remontrer encore mais c'est un bel objet, enfin, en fait j'aime bien le truc parce que vous voyez il y a un petit livret et je vais vous en parler tout de suite après parce que je l'ai repotassé aujourd'hui avec grand plaisir juste avant de remater le film. Bref, donc voilà, le film de Lynch évidemment, le bouquin et la série Sci-Fi qui est sortie donc en 2000, sauf erreur de ma part. Qui est un peu moisi en termes de moyens, voilà, malheureusement, puisque c'est une série. À l'époque, les séries, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas 100 millions de dollars par saison sur les Mandalorian et compagnie. Donc là, non, à l'époque, c'était vraiment cheap au niveau des effets, mais au moins, ça avait ils avaient eu l'intelligence d'essayer de traiter vraiment les romans dans leur intégralité, parce que c'est pas seulement de tome 1, pour le coup, ils sont allés, je crois, jusqu'aux Enfants de Dune. C'est ça, les Enfants de Dune après. Enfin bref, en tout cas, intéressant. Il y a ce comédien, son nom m'échappe, ça y est, c'est horrible. Comédien britannique, je crois, qui jouait dans X-Men First Class. Bref, je fais pas cette vidéo en live, donc vous pouvez pas m'aider, c'est pas grave. Mais oui, qui joue aussi dans Split de Shyamalan, un très très bon comédien. Enfin voilà, il joue là je sors pas le dernier roi d'Écosse aussi. Enfin voilà, très très bon comédien. Et donc il joue Leto, Leto 2, donc le fils de Paul Atreides. Donc bon, voilà, moi je vais pas vous rappeler l'histoire de Dune. Si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, regardez le film ou lisez le bouquin. Voilà, je vais pas vous le raconter, c'est clair. Et puis voilà, encore une fois, je vous préviens, je vais vraiment parler de ce qui se passe dans le film de Villeneuve comme dans celui de Lynch. Donc si vous n'avez pas vu ni l'un ni l'autre, voilà, c'est vous que ça regarde. Moi je sais que j'ai aucun problème à voir des chroniques de films que j'ai pas vus. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, des fois ça me donne vraiment envie de voir les films en question. Bref. Je fais beaucoup de digressions, mais c'est bon un peu pour brosser le tableau. Alors, si j'ai un avis à donner, c'est vraiment que mon avis, évidemment, voilà, YouTube c'est fait pour ça, mais je cherche pas à dire que j'ai raison, évidemment, ou que les autres ont tort, évidemment non plus, contrairement à un autre youtubeur très connu, dont c'est le titre de ces numéros, pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez tort, un truc comme ça. Un Durandal pour ne pas le citer. En tout cas, curieusement, en revoyant, en plus les deux dans la foulée, aujourd'hui, ma réaction, elle est encore plus affirmée, c'est que... Alors, en fait, c'est pas un mauvais film du tout, évidemment, le film de Villeneuve, il n'aurait pas ce succès, parce qu'a priori, il rencontre un franc succès, et tant mieux, j'ai envie de dire, pour ce renouveau, enfin, ce besoin de retrouver le cinéma, on voit que les gens sont là, le public est là, c'est génial, enfin, moi,
Voilà, là-dessus, aucun problème. Venez voir tous les films. Enfin voilà, c'est super. Après, est-ce que c'est un très grand film? Pour moi, non, pas du tout. Je trouve pas du tout. Et je vais essayer d'en rester à 2 axes principaux. Le premier, c'est que je pense pas que ça devrait être un film. Ça, c'est mon premier avis. Et mon deuxième, c'est que le film, en fin de compte... Enfin, je vais prendre 3 axes, pardon. 3 axes. Donc, le premier, c'est que voilà, ça devrait pas être un film, mais plutôt une série, en ce qui me concerne. Le deuxième axe, c'est que, en fait, avec le film de Lynch, en fait, on a quelque chose qui est pas du tout... On a l'impression que c'est en contradiction sur plein de choses, plein d'aspects, notamment esthétiques, etc. Alors qu'en fait, non, les 2 films sont vraiment complémentaires, et j'ai envie de dire, c'est même important pour ceux qui kiffent, là, pour le coup, le film de Villeneuve, de regarder celui de Lynch, parce qu'en fait, celui de Lynch va donner d'autres éléments qui ne sont pas dans le film de Villeneuve, vice-versa, quoi. Hein. Et donc, le troisième, c'est que... Le troisième axe, hein, c'est que... je trouve... qui manque d'audace. Enfin voilà, que le film de Villeneuve, et ça c'est le plus gros défaut en ce qui me concerne, c'est que en fin de compte, on sent un vrai passionné. Hein, je pense que Villeneuve et toute son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul évidemment, les scénaristes en premier lieu, et puis après tous ceux qui sont venus se greffer. Il parle de... J'ai regardé beaucoup d'interviews de lui aussi ces derniers temps, et à un moment je crois qu'il disait qu'il y avait 800 personnes qui étaient sur le projet. Je pense que c'est vrai. Il y a des moments, par exemple, sur celui de Lynch, j'ai appris aujourd'hui qu'à un moment, c'est pareil, il y avait 600 personnes qui travaillaient à l'époque déjà. Donc, un film qui est sorti en 1984. Donc, vous voyez, cette très grosse production, ça génère quand même, enfin, ça nécessite des moyens absolument considérables, à la fois financiers, mais aussi humains, évidemment. Donc voilà. Donc première impression, je sais pas comment on peut dire ça, de mon côté, c'est que, alors pourquoi je dis que ça devrait être une série, en tout cas pas un film, c'est en lien aussi à ce que je vais dire après, c'est que si c'était une série, je pense qu'il n'y aurait pas cette impression pour moi que les 2 films, quelque part, sont presque un peu indispensables pour essayer de se faire une idée plus globale du bouquin d'Herbert, même si, et là bien sûr je mets un gros bémol, même si encore une fois, le Lynch prenait énormément de liberté, beaucoup plus en fait que le Villeneuve, mais justement ils sont aussi complémentaires là-dessus, c'est que Villeneuve, lui, il a le défaut inverse, il prend pas du tout de liberté, j'ai envie de dire, sauf peut-être d'omettre des passages entiers du bouquin, des éléments même assez importants. La seule transformation en tout cas, c'est le personnage de Liette Kynes, qui est donc maintenant incarné par une femme. Moi, peu m'importe en fait. Franchement, je vois pas où est le débat de ce genre de... Ça me fout complètement, pardon. Mais en tout cas, je trouve que le film est vraiment très sage. Très très sage par rapport à l'univers, par rapport à ce qu'il y a raconté. Je partage pas trop cette impression que... je l'ai entendu chez beaucoup de gens quand même, que c'est super, c'était pur, au niveau style, production design, donc les décors, les costumes, etc., qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement épuré. Et même en termes de photos, par exemple, c'est très très... C'est vrai, c'est pas marqué. Par exemple, son précédent film, 2049, Blade Runner 2049, était beaucoup plus tranché en termes esthétiques. Il y avait des partis pris très radicaux en termes de photos. Là, on est dans quelque chose qui est je vais utiliser un terme anglais, mais qui est très flat, qui est vraiment hyper plat. Il n'y a pas... Voilà. Bon, par exemple,
dans le film, il y a des... voilà, spoiler alerte, machin truc. Paul a des visions, ça c'est dans le bouquin, c'est dans le film de Lynch, c'est dans toutes les allitérations, j'allais dire, les versions de Dune. Il a des visions très fortes liées à l'épice, hein, donc là, cette espèce de... à la fois de... j'allais dire de carburant qui permet des voyages spatio-temporels sans se déplacer, enfin sans bouger, hein, enfin bref, à travers tout un gros truc. Je veux pas vous faire toute l'histoire quand même, mais en gros il y a la guilde spatiale, donc on est en l'an 10191, hein, donc voilà, très très loin dans le futur. L'espèce humaine a conquis tout l'espace, et je suis en train de raconter le film, et la guilde spatiale permet de se déplacer instantanément d'un point à l'autre de la galaxie, voire de l'univers, sans mouvement. En fait, voilà, il replie l'espace, hein, et c'est grâce à l'épice qu'ils le font. Bon, dans ces visions, eh ben justement, on a un parti pris justement esthétique qui, curieusement d'ailleurs, rejoint un peu la photo qu'il y avait dans le film de Lynch, pour ce qui concerne en tout cas le désert. On est dans des couleurs très très chaudes, très saturées, voire presque sépia, enfin il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Mais c'est les seuls moments. C'est les seuls moments où au final la couleur explose un peu. Et j'ai envie de dire que c'est le cas au niveau de la photo, mais c'est aussi le cas sur tous les choix qu'il fait. Hein. Donc au niveau effectivement des décors, on est dans une espèce de... on appelle ça, je crois, le brutalisme en architecture, enfin quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est presque soviétique, hein, c'est-à-dire c'est que des gros blocs, hein, de béton, très angulaires, sans aucune particularité, rien de sophistiqué sur les surfaces, hein, toujours très lisse, avec quelques petits trous par-ci par-là, mais vraiment, et dans tout, sur toutes les planètes, hein, c'est pas que sur Arrakis, donc la planète Dune, qui s'appelle en fait Arrakis. Oui, tout a un double nom ou un triple nom dans Dune, ça fait partie des trucs, hein, il faut s'y faire. Et donc, par exemple, sur la planète Giedi Prime, la planète des Harkonnen, les grands méchants de l'histoire, c'est pareil, on est dans quelque chose d'hyper épuré. La planète des Sardaukar, moi je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'était un truc qui était complètement absent du film de Lynch, et ça j'y reviendrai sur les Sardaukar si j'y pense tout à l'heure. Hein, rien n'est écrit, donc ça va être le bordel, hein, je vous préviens. Et c'est vrai que tout ça, c'est le reflet aussi d'une démarche qu'il a. Il le dit, hein, de toute façon, dans toutes ses interviews, il le dit, il le répète à qui veut l'entendre, que son idée à lui, pour lui, le plus important, c'était vraiment de rester très très fidèle au roman d'Herbert. Et je pense que c'est vrai, en tout cas sur les scènes qu'il nous montre, les scènes qui ont été montées dans ce film-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été gardées ou quoi, mais oui, clairement, on suit vraiment le roman d'Herbert, il y a très peu de liberté prise par rapport à ça. Et j'ai envie de dire que c'est ça, moi, qui me pose un petit peu un problème, parce que justement, moi j'ai grandi avec ça, là, avec ce truc-là, qui est un peu ce que... ça, par rapport au roman d'Herbert, c'est un petit peu ce que le film de Kubrick était à Shining de Stephen King, en fait. C'est-à-dire que Kubrick, comme Lynch, a pris des libertés considérables par rapport au roman de Stephen King, et j'ai envie de dire, pour le plus grand bien du film, parce que vraiment, alors c'est votre droit, hein, si vous préférez la version supervisée par Stephen King, je crois que c'était une version télé en fait, hein, de Shining, grand bien vous fasse. Moi je trouve que c'est vraiment pas bon du tout, et que le film de Kubrick est une œuvre à part entière. Je dis pas que le roman de King n'est pas bon, mais j'aime plutôt en général les romans de King, mais il y a un moment où adapter vraiment un roman tel quel, ça n'a pas grand intérêt au final, parce que déjà soi-même en tant que lecteur et donc futur spectateur, elle est où la surprise si en fin de compte on n'a pas vraiment de parti pris de l'auteur, quoi, du réalisateur, de l'artiste en fait. Et c'est là vraiment le point qui me gêne vraiment le plus avec le film de Villeneuve, c'est que pour moi c'est pas un film artistique. Enfin, c'est pas un film où il y a un point de vue, en tout cas artistique,
très développé. On est beaucoup plus sur le fait d'une entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui a été entrepris vraiment. On a monté une boîte autour du bouquin d'Herbert en se disant, voilà, le produit final de cette entreprise, le seul produit d'ailleurs, ça va être vraiment l'adaptation presque bête et méchante, entre guillemets, du bouquin, et si possible de tous les autres qui ont suivi. Il y a déjà une série qui est prévue, un prequel à Dune. Ça peut être intéressant parce qu'il n'y a pas eu de bouquin, a priori, je crois pas, sur ce qui s'est passé en tout cas avant Dune, donc de Frank Herbert. Et donc, en revoyant le film de Lynch, bah, lui, pour le coup, c'est justement tout l'inverse. C'est-à-dire que, alors là, en termes de liberté, ouais, faut dire que le gars s'est quand même vachement lâché à l'époque. C'est pour ça qu'il s'est fait lyncher, d'ailleurs, sans jeu de mots pourri. Mais je le retiens quand même. Effectivement, on a une vision vraiment complètement délirante de l'univers d'Herbert, qui, à mon avis, oui, voilà, beaucoup dérouté, etc., mais avec le temps, qui est devenu une espèce de truc auquel on va se référer quand même, assez facilement. Moi, souvent, je me suis surpris à citer ce film, à citer la musique de Toto, par exemple, que je trouve et que j'écoute toujours passionnément, que j'adore vraiment. D'ailleurs, je reviendrai aussi sur cet aspect musical par rapport à Hans Zimmer, voilà, la comparaison. Voilà, en grosso modo, je trouve que le parti pris, en tout cas de Villeneuve, de vouloir rester vraiment fidèle et de mettre en fin de compte en mini-image, de porter à l'écran vraiment le bouquin, alors il est réussi, en tout cas en partie, même si à mon avis il manque plein de choses, et là je pense que les fans hardcore peuvent, d'ailleurs vous gênez pas pour le dire dans les commentaires, rappeler, parce que moi le bouquin je l'ai lu il y a trop longtemps, je pourrais pas dire voilà il manque tel ou tel élément, et puis surtout il n'y a pas du tout de liberté, alors que dans le film de Lynch j'avais un gros doute sur le film de Lynch, et aujourd'hui seulement j'en ai eu la confirmation. Il y a quelque chose que lui a totalement inventé, mais vraiment de toutes pièces, c'est cette histoire des modules étranges. Je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez donc de cette espèce de dispositif dont disposent les Atréides, la maison des Atréides, et qui fait très très peur d'ailleurs à l'empereur et au Harkonnen, c'est dit explicitement dans le film, puisque c'est une technique qui fait appel donc au son, et que le son, la voix même, devient une arme. Ce qui est une idée assez fascinante et qui m'a toujours vraiment troublé. C'est-à-dire que toutes les scènes où on voit Paul enseigner aux Fremen, donc le peuple autochtone de Dune, les techniques d'attaque par le biais du son, de la voix, où il est avec une espèce d'instrument comme ça, avec une espèce de micro, et qui fait ça fait exploser le truc. J'ai toujours trouvé ça très bizarrement, très puissant, quoi. Enfin, c'est une idée qui est vachement belle, quoi. Enfin, qui me fascine. Voilà, ça m'a toujours fasciné. Et en plus, il explique ça d'une façon, alors, comment il dit, je l'ai vu cet après-midi quand même, je devrais m'en souvenir. Voilà, il y a certaines pensées qui correspondent à un certain son et qui lui-même correspond à une forme. Et que par ce biais-là, quand tout ça se met un peu en connexion, bah du coup, ils peuvent faire exploser des gens, les paralyser, etc., etc. Enfin, une idée complètement dingue. Et c'est... en fait, Lynch disait, et c'est là-dedans que je l'ai lu, que c'était juste une phrase que disait Herbert, et que lui, il a pris au sens littéral, et puis il s'est dit, bah non, ça, je vais le développer. Et en fait, il a inventé cette idée des modules étranges. Ça n'existait pas du tout dans le bouquin. En fait, il y avait simplement Paul, quand il développe des pouvoirs, puisque c'est le Messie, voilà, gros spoil de ouf. C'est à ce moment-là, quand il a développé ses pouvoirs, qu'il est capable, par juste sa voix et même son nom, de tuer, de faire exploser, etc. Bon, ça donc c'était vraiment pour moi le plus gros problème que j'ai avec le film de Villeneuve, c'est ce manque d'audace, ce manque de
voilà, de parti pris radicaux par rapport au bouquin, parce que je trouve pas du tout qu'au niveau esthétique, ce soit... y a rien qui m'a surpris, voilà. Je trouve que, par exemple, hein, si on prend des exemples très concrets, au niveau architectural, ça fait penser déjà à son travail précédent sur Blade Runner, ça fait penser même au Blade Runner de Ridley Scott, ça fait penser, on voit vraiment ces références, hein. Même vous voyez le Nostromo dans Alien, cette espèce d'immense masse industrielle, etc. Bah, là c'est pareil en fait dans Arrakeen, la ville qui est pas abandonnée mais qu'on retire aux Harkonnen pour la donner aux Atreides. Bon, bah, grosso modo, on est un peu dans cette esthétique post-industrielle, monumentale et brute, enfin voilà, très béton, très angulaire, très simple dans les formes. Et tout est un peu sur ce mode-là. Tout est un peu sur ce mode-là tout le temps. Les costumes, particulièrement, alors là, je trouve qu'il y a vraiment zéro prise de risque, parce que alors, les distils des Fremen, qui est un des costumes emblématiques de Dune, voilà, qui leur permet de survivre dans le désert, hein, puisqu'on est sur une planète de désert, hein, donc d'où le nom de Dune, hein, il y a que des dunes de sable partout. Grosso modo, si on prend les distils qu'il y avait dans le Dune de David Lynch et là, l'énorme différence, c'est que ceux dans le Lynch, ils étaient tout noirs, et ceux-là, ils sont tout gris. Hein, et puis il y a juste, voilà, un peu de tissu, une capuche en plus, quoi. Et puis le masque, voilà, il y a un masque que Lynch n'avait pas gardé, enfin il n'avait pas gardé cette idée-là à l'époque. Je pense que c'est parce qu'il voulait qu'on profite, hein, des visages, enfin voilà, je suppose, hein, en tout cas. Mais voilà, il n'y a pas une énorme différence. L'esthétique des Harkonnen, comme celle des Sardaukar, on s'en fout. Enfin, moi j'ai l'impression d'être dans Halo, alors que je suis pas gamer, hein, mais je vois très bien le design des bonshommes dans Halo, le jeu vidéo. Bah, c'est la même chose. Ah, vraiment, il n'y a aucune différence, hein. Voilà, les scaphandres, le masque, le casque avec le truc, même la guilde, même... Enfin, il y a vraiment... les Bene Gesserit, bah, franchement... ouais, je préférais vraiment ce qui était fait dans... De toute façon, au niveau esthétique, voilà, hein, pour être tout à fait clair, je préfère très, très, très largement ce qui avait été fait sur le film de Lynch. La série Sci-Fi, non, parce que c'est tout pourri. Sur les traces qu'on a par le biais de ce fabuleux documentaire sur le projet qui était Dune par Jodorowsky, bien avant celui de Lynch, hein, donc dans les années 70. C'est le projet sur lequel il y avait eu le plus gros travail, qui a malheureusement été laissé tomber à la fin des années 70, je crois en 76, quelque chose comme ça. Au moment où sort Star Wars, hein, à peu près. C'est pareil, l'esthétique, c'était over the top, hein, quand même. Je suis pas sûr que ça aurait donné un si grand film que ça. Enfin, on se fait un peu une montagne, un peu, je pense, du Jodorowsky, du Dune par Jodorowsky. C'est mon avis, mais je pense que ça aurait été un truc beaucoup trop claqué au sol, quoi. C'est trop dingue. Et là, en fin de compte, Lynch, lui, on peut que être étonné, au final, qu'il ait accepté de faire un truc aussi rationnel, qui soit pas complètement dingue, et c'est simplement sur les esthétiques, notamment, enfin, a priori, contrairement à Villeneuve, ce qui l'intéressait le plus, c'était les Harkonnen, la planète Gidi Prime, je crois. C'est ce que retranscrit Mark Tulek, hein, encore une fois, dans ce fabuleux livret que je vous conseille de vous procurer, parce que on apprend beaucoup de choses sur le Lynch. Excusez-moi, parce que je filme avec le portable, et du coup, il y a un petit message qui apparaît, qui me fait chier. Le Lynch, effectivement, était totalement fasciné par la planète Gidi Prime, la planète des Harkonnen, puisque c'est lui l'univers industriel, hein, on le voit très bien dans surtout Eraserhead, et même dans Elephant Man, c'était les deux précédents films sur lesquels il avait bossé avant Dune.
qu'il avait réussi à réaliser, parce qu'il avait d'autres projets. Hein. Et donc, effectivement, voilà, la planète Giedi Prime, on s'en souvient, quoi. On s'en souvient, même si on trouve ça complètement dingue. Moi, je suis certain que même les Wachowski, par exemple, quand ils ont fait Matrix, que j'ai revu ce week-end, d'ailleurs, après être complètement hypé, hein, comme dirait l'autre, par évidemment les teasers, etc., sur Matrix 4. Donc j'ai revu la trilogie que j'aime beaucoup, et je pense que ce côté verdâtre, dégueulasse, un peu vraiment pas agréable à l'œil, je serais pas surpris d'apprendre qu'il y ait quelque part, c'est la planète des Harkonnen qui les aurait influencés. Je pars complètement en couille, mais voilà. En tout cas, voilà, ça c'était le premier axe de ma petite réflexion. Je vais essayer de faire encore plus court, parce que là je me rends compte que je suis déjà à bien une demi-heure facile. Deuxième axe, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que oui, les deux films sont totalement complémentaires. En fait, ça découle de ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment plein de passages. Alors, il y a des piliers, en fait, hein, dans chaque film, qui sont les passages obligés, les passages les plus marquants même du roman. Donc, voilà, la scène du Gomme Jabbar, la scène, la découverte d'Arrakis, les visions, comme je disais, de Paul, même si ça diffère, mais le simple fait qu'il ait des visions, etc., c'est commun aux deux films. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a bien sûr la scène de la chenille, voilà, la moissonneuse d'épices, hein, qui est très, très, très emblématique. Et lui, Lynch, il va beaucoup plus loin dans l'histoire, en fait. Hein. Villeneuve s'arrête au final très peu de temps après la rencontre de Paul et Jessica, sa mère, avec les Fremen. Alors que Lynch, lui, il va vraiment beaucoup plus loin, jusqu'à la reconquête, en fait, d'Arrakis. Voilà, moi je trouve que les deux films, en fait, si on enlève ces piliers, voilà, qui sont communs, clairement c'est des troncs communs, c'était indispensable, notamment, oui, il y a cette scène alors je sais plus comment ça s'appelle, par contre, voilà, dites-le moi en commentaire. Bon. C'est l'arme qui est utilisée pour tenter de tuer Paul. Donc c'est une espèce de petite sonde comme ça qui arrive discrètement dans sa chambre. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je trouve que dans le film de Villeneuve, il y a quelque chose qui frôle l'incohérence sur cette scène, et ça m'a choqué. Là, la deuxième fois particulièrement, quand je l'ai revu. Voilà, on a une arme, donc c'est un espèce de petit... dans le film de Villeneuve, ça ressemble à une espèce de gros moustique. C'est très bien trouvé d'ailleurs, je trouve, le design. Ça fait même un petit bruit comme ça qui fait penser à un insecte. Et c'est logique, voilà, que les gens du coup feraient pas forcément attention, peut-être, parce que ils se disent peut-être c'est un moustique, je sais pas, j'en sais rien. Et le truc rentre, et là Paul... Le principe de cette arme-là, quand même, c'est que au moindre mouvement dans la pièce, poum, il va foncer, l'arme va foncer en fait sur sa cible, sur l'objet mouvant. Paul voit entrer le truc, il bouge pas, et puis en fait il décide de se mettre dans une espèce de projection holographique pour se planquer dedans. Mais du coup il bouge. Et en revoyant le film de Lynch, on voit vraiment la scène telle que c'est écrit, c'est-à-dire Kyle MacLachlan, voilà, premier rôle d'ailleurs au cinéma de ce très grand comédien que j'adore, le truc entre dans la pièce, il est figé, il ne bouge pas, même quand le truc vient sur lui, comme dans le film de Villeneuve, très proche de son œil, voilà, c'est à peine s'il bouge un cil, quoi. Et c'est normal, parce que sinon, il se fait tuer, quoi. Donc je trouve que, voilà, c'est une scène qui m'a gêné, en fait, dans le film de Villeneuve, en revoyant. La première fois, pas tant que ça, mais là j'avoue, ça m'a perturbé. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si on enlève ces piliers, on a quasiment un jeu de questions-réponses entre les deux films. Voilà, par exemple, le film de Lynch s'ouvre donc sur la princesse Irulan, qui nous dresse le tableau de cet univers, en nous disant... quand nous sommes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, en fin de compte, du film qu'on va regarder. Tout de suite après, on a la scène d'ouverture, et je sais plus si ça existe dans le roman d'ailleurs, dites-le moi aussi en commentaire. Mais donc on voit l'empereur Padishah Shaddam IV face à un membre de la guilde qui
est totalement monstrueux, c'est une scène emblématique, je pense que tout le monde a vu le film, donc voilà, c'est bon, hein, je m'en fous si, si je spoil. Et ça n'existe pas du tout dans le film de Villeneuve. Donc voilà, premier truc où effectivement, on a... Et puis dans le film de Villeneuve, il nous montre quelque chose, là par contre, qu'on ne voit pas du tout dans le film de Lynch, où dans le film de Lynch, en fait, on a juste un élément, un accessoire, qui fait office d'une scène très développée chez Villeneuve. Enfin, c'est très marrant de voir comment... et c'est là où je trouve que Villeneuve... alors, je sais pas si c'est un manque d'honnêteté de sa part, ça me surprendrait, mais... ou de recul, peut-être, parce qu'il dit... voilà, qui veut l'entendre, encore une fois, qu'il ne voulait pas faire ce film en réaction à ce qui s'était fait avant, et qu'il a fait un effort considérable d'oublier ce qu'il avait vu auparavant, ce qui est tout à fait louable. Sauf que là, pour le coup, on a la démonstration, c'est pas vrai, parce que clairement, ils ont fait le choix de montrer soit des choses qu'on n'avait pas vues, soit de ne pas montrer les choses qu'on avait déjà vues, ou alors, les scènes qu'on a déjà vues qui sont incontournables, il est bien obligé de les montrer. Mais des fois, je trouve que c'est un peu bizarre quand même d'avoir quelqu'un qui vous affirme que non, de toute façon, l'objectif c'était vraiment de traiter du bouquin d'Herbert et pas d'être en réaction à ce qui s'était fait. À l'évidence, en tout cas au montage, ils ont fait des choix par rapport à ça, je pense. Enfin, ça me paraît assez évident. Après, c'est peut-être aussi des libertés encore qu'avait pris David Lynch, hein, c'est possible, honnêtement, franchement, j'ai lu le bouquin il y a trop longtemps. Voilà, en tout cas, c'est vrai que les films sont pas, en fin de compte, si opposés que ça, et là, ça me permet de faire une petite transition sur la musique, parce qu'en fait, connaissant le travail de Hans Zimmer, assez bien, parce que je pense que il n'y a pas grand-chose que j'ai pas écouté de ce qu'il a fait, ce gars-là, j'aime assez, voilà, pardon. Mais je m'attendais à quelque chose évidemment de très étonnant, très spectaculaire, épique, enfin voilà. Alors, j'ai pas été déçu. Disons que je suis un petit peu frustré, voilà, parce que l'essentiel de la bande originale que j'ai écouté bien avant de voir le film, dès qu'elle est sortie en fait, je sais plus, au moins une semaine avant. J'ai tout écouté, j'adore faire ça aussi, hein, donc moi on peut me spoiler un film, il n'y a pas de problème, hein, sachez-le, et aussi me faire écouter la musique du film bien avant, je m'en fous complètement, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'en l'écoutant la première fois déjà, je m'étais dit, ok, il y a 2 thèmes vraiment qui ressortent très très fort, et après le reste c'est beaucoup, alors des percussions, beaucoup d'ambiance, beaucoup de sons très sophistiqués, voilà, des effets sonores, des choses comme ça, mais en fin de compte, passer ces 2 thèmes, après on est vraiment dans de l'ambiance, enfin, dans des choses qui s'effacent, dans l'action, etc. Et dans le film c'est très clair, c'est vraiment c'est limpide. Honnêtement, au deuxième visionnage aujourd'hui, ça m'a gonflé un peu. Voilà, le thème revient, et comme il n'y en a pas beaucoup, hein, je me suis noté 2 thèmes principaux qui étaient complémentaires en plus, enfin, l'un découle de l'autre. Y a pas des... C'est pas un film qui fonctionne par exemple avec un thème qui est pour les Harkonnen, un thème pour les Atreides, un thème pour... Non, pas du tout. Il a essayé de faire quelque chose de très global, tout à son honneur, hein, d'ailleurs, mais du coup ça se répète un peu quand même. Il y a des moments où ça marche du feu de Dieu, d'ailleurs la première fois j'ai même eu des frissons pour tout vous dire sur un passage où je me suis dit ah putain ça c'est génial, c'est au moment où Paul quitte Caladan et que t'as le vaisseau qui va les emmener vers l'espèce d'énorme structure qui replie l'espace, qui sort de l'eau comme ça, une énorme plateforme, enfin, c'est hyper spectaculaire, et Paul qui dit au revoir à Caladan, en fait, à sa planète natale, qui est une planète d'eau, hein, vraiment, en contraste avec Arrakis, enfin avec Dune, et il plonge la main comme ça dans l'eau, et à ce moment-là, le thème qu'a composé Hans Zimmer est patate à mort, nous pète les oreilles, et c'est super. C'est vraiment ce qu'il fallait. Il y a rien de mieux, en tout cas dans tout le film. Je trouve que ce passage-là, en termes d'osmose entre la musique et émotionnellement ce qui se passe, parce que
oui, bon, ça se dit beaucoup, hein, je l'ai entendu pas mal hein, de la part d'autres youtubeurs ou des discussions autour du film. C'est vrai qu'en termes d'émotion, le film est pas ouf. Du tout. Moi, je me suis pas senti happé par l'émotion. Enfin, voilà. On l'a beaucoup trop comparé, d'ailleurs, je trouve, au Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau particulièrement, bah non, je suis pas d'accord. Et dans la communauté de l'anneau, même si c'est pas la première des qualités, mais il y a un processus d'identification avec Frodon et Sam, Gamgee, qui fonctionne et qui nous permet d'être en empathie. Enfin, vraiment, on est vraiment avec... Là, on est quand même avec des personnages qui sont très froids, quoi. Alors, il y a Lady Jessica, jouée très très bien par Rebecca Ferguson. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, parce que c'est ce que tout le monde dit. Il y a peut-être des moments où c'est un petit peu too much, il y a des moments où on aimerait en voir un peu moins ou plus, selon les personnages. Je trouve que globalement, ça reste un petit peu... Voilà, ça reste aussi un peu flat, quoi. Il y a beaucoup, voilà... Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de plein, puis et puis boum, ça nous emmène. Tout à l'heure, je me suis amusé à essayer de retrouver les paroles et j'ai dit quoi ? Oh, je sais plus. Bon, un truc, une connerie, je vais peut-être le retrouver. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Je termine sur ce deuxième aspect, à la fois la complémentarité et aussi le fait que il y a peut-être quand même, je trouve, encore une fois, il y a peut-être un déséquilibre entre les deux films, parce que, bon voilà, moi je trouve que dans le film de Lynch, toujours par rapport à ce que je disais en tout premier, l'audace, le culot même de ce mec-là, d'imaginer des trucs voilà, en termes de décor, en termes de couleurs, en termes de texture même, etc. Il y a des images mentales qui te restent, hein. Je l'avais dit ça déjà il y a un an, voilà, les incrustations d'une main comme ça sur le désert, la petite sœur de Paul, hein, puisqu'il a la vision, il comprend que sa mère est enceinte. Et donc au moment où il le dit à sa mère, qui est choquée de voir que son fils le sait déjà, dans le film de Lynch, il met une image un peu à la Eraserhead, une image cauchemardesque d'un un fœtus, quoi, dans une espèce de boue de chair, de sang, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment du Lynch pur et dur. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Enfin, ce genre de truc-là, ouais, ça me manque. Enfin, je trouve vraiment que ça, avec la créature monstrueuse qui fait partie de la guilde et qui parle dans son espèce d'aquarium au départ, pour moi, ça fait partie des trucs. Quand j'ai grandi, je me suis dit, mais waouh, mais où est-ce qu'on peut aller chercher des idées pareilles ? Où est-ce que c'est... Voilà. Là, dans le film de... Bon, c'est pas ça qui l'intéresse, hein, chez Villeneuve, c'est très clairement, et puis il serait pas capable. De toute façon, ça l'intéresserait pas du tout de partir dans des délires lynchéens ou cronenbergiens, pas du tout. Voilà, d'ailleurs, en y pensant, un Dune à la Cronenberg, ça aurait pu le faire aussi, quoi. Bon, bref. Je terminerai sur le troisième aspect. Alors je sais même plus ce que j'ai dit tout à l'heure déjà. Bon, voilà, ça c'est le problème de ne pas avoir préparé. Mais bon, grosso modo, je trouve quand même que il y a un énorme travail, voilà, qui est accompli sur ce film-là. Mais après, voilà, ça je le disais déjà il y a un an en arrière, et c'est ce que je pense toujours. J'ai envie de dire, bon, c'est quand même d'énormes productions, des trucs quand même qui sont... Heureusement quand même qu'il y a un minimum de travail qui est accompli, que c'est de qualité, que c'est épique. Voilà, les gens là, ils sont castés, ils ont travaillé des années là-dessus. Ils sont payés pour ça, quoi. Je vois pas où est le délire de se dire les gens serraient vraiment les fesses par rapport à ce projet-là. Moi, pas une seconde, hein. Ah, ça y est, ça me revient ce que je voulais dire, hein, presque le plus important d'ailleurs. Voilà, je suis pas surpris, très honnêtement. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien foutu, voilà, en termes d'effets, en termes de, oui, même de mise en scène, tout ça. Mais après,
la mise en scène, et c'est mon dernier point, elle n'est pas cinématographique. Bah, je vois pas la différence, très honnêtement. Là, je vais en choquer plus d'un, peut-être, mais je vois pas la différence là entre les images qu'on voit dans Dune de Denis Villeneuve et les images qu'on a vues jusqu'à présent du Fondation qui va être diffusé sur Apple TV. Parce que en termes de moyens, en termes de spectaculaire, et même par exemple, on pourrait rapprocher ça Game of Thrones ou des trucs comme ça. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça en film ? Pourquoi ils le font pas en série directe, toujours avec un budget très conséquent, comme ça, avec un casting 5 étoiles, etc., comme ils voulaient le faire. Mais au moins, ça aurait permis à Villeneuve de vraiment adapter tout le bouquin. Pas faire des choix, pas se dire, bon, bah ça, on peut pas garder ça, machin. Il y a des trucs qui sont peut-être intranscriptibles, mais c'est dommage. Enfin, moi, je trouve ça super dommage parce que de toute façon, on n'aurait rien perdu. La raison, elle est purement économique. C'est que là, les mecs, surtout Warner, ils ont besoin de se refaire, je pense, de prendre des risques, parce que ils font quand même partie des grosses majors qui prennent des risques. Peut-être que c'est même la major qui prend le plus de risques, clairement, depuis plus d'1 an, avec ce Covid, etc. Tenet, et puis Wonder Woman, machin, sorti en simultané, et sur HBO Max, et au cinéma. C'est quand même des paris qui sont pas évidents à relever, c'est sûr. Après, ils savent très bien que c'est parce que là, avec le cinéma, si ça marche vraiment, ils ont moyen de se refaire bien, quoi. Alors qu'avec des diffusions, je pense, sur les plateformes et tout ça, c'est peut-être pas la même chose quand même, parce que rien n'est transparent. On sait pas exactement comment s'en sortent les plateformes. A priori, elles s'en sortent bien. Mais vu les investissements qu'ils font, c'est pas sûr. Quand on sait qu'une plateforme comme YouTube, finalement, n'est rentable que depuis très 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 peu de temps, à l'échelle de ce genre de technologie, bon, y a de quoi se poser des questions. Peut-être qu'ils nous bourrent le mou, tous, les Disney+, enfin, Disney, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais là en France, on a, comment ça s'appelle, le truc de France Télévisions, là, qui s'est lancé, là, merde, j'ai oublié le nom, mais Salto, voilà, c'est ça. Mais moi, je suis pas certain qu'en fin de compte, ce modèle-là soit si viable, économiquement. On verra dans les années qui viennent. En tout cas, je pense que c'est une connerie de ne pas l'avoir fait en série, parce que honnêtement, là où ils ont beau nous dire sur tous les tons qu'il faut absolument le voir au cinéma, que c'est un film de cinéma, que machin, oui, parce que c'est grandiose, mais après on en a vu des séries où il y avait des scènes très très vraiment grandioses, il y en a eu, et je pense que on n'est pas au bout de nos peines, il va y en avoir encore d'autres. Là, je pense par exemple à la série très intéressante quand même, produite par Ridley Scott, Raised by Wolves, qui est donc aussi un gros truc de science-fiction. Alors, évidemment, sans commune mesure, il n'y a pas le même budget, il n'y a pas tout ça, mais quand même, il y a des trucs de destruction massive, il y a des scènes, on est dans la science-fiction hardcore, la hard science fiction. Non, c'est pas des blagues, quoi. C'est vraiment des trucs qui sont très très bien produits, très bien foutus, et très bien calibrés, surtout, où ils prennent le temps. C'est ça le truc. C'est que je pense que s'ils avaient pris le parti de décliner tout le premier bouquin sur 10 épisodes en série, ça aurait été mieux. J'en suis absolument convaincu. Voilà, ça aurait été mieux. Ça n'aurait pas perdu du tout en qualité, ça aurait pas au contraire. Je pense que ça aurait été beaucoup plus... ça se prête à ça, en tout cas. Et j'en veux pour preuve la série Sci-Fi qu'il y avait à l'époque, qui était too much, voilà, et qui traînait en longueur par moments. Enfin, elle n'était pas loin d'être parfaite en termes de narration, mais ça donnait une bonne idée de ce qu'on peut faire de cette œuvre-là, déclinée en série. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Pour ceux qui peuvent se le procurer, ce Blu-ray là. Alors le film en lui-même, je suis déçu, en fait, pour tout vous dire. Pour tout vous dire, faut que j'arrête de dire ça.
Voilà, c'est pas la meilleure version que j'ai vue. Parce que bon, le film de Lynch est quand même connu pour ses effets spéciaux à la ramasse. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai apprise grâce à ce petit livret, hein, merci Marc Toulek. Pourquoi les effets spéciaux de Dune de Lynch sont complètement flingués? Y a une vraie raison que je ne connaissais pas. Figurez-vous que c'était John Dykstra, un grand spécialiste des effets spéciaux, qui était chargé de tous les effets spéciaux, de superviser tous les effets spéciaux sur Dune. Il a claqué la porte en plein milieu de la post-prod, je crois de la post-prod, hein. Ça se trouve même c'était pendant le tournage, je sais plus, honnêtement. Et toujours est-il qu'ils avaient plus le temps en fait de chercher quelqu'un d'autre, surtout que ILM, donc Industrial Light and Magic, avait refusé de travailler sur ce film-là parce qu'ils étaient complètement toute l'équipe concentrée sur le Retour du Jedi, film qui avait été proposé d'ailleurs pour la petite histoire à David Lynch, hein, il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas. C'est quand même assez connu comme truc. Et donc, c'est ni plus ni moins que la productrice, en fait, Raffaella De Laurentiis, elle-même, fille de Dino De Laurentiis, hein, le gros producteur de Conan le Barbare, King Kong, Waterloo, enfin j'en passe, et des plus grosses productions, je parle. Et Raffaella De Laurentiis, productrice, pas du tout spécialiste des effets spéciaux, c'est elle qui s'est retrouvée à coordonner toute l'équipe des effets spéciaux. Ce qui peut-être explique cela. Hein, je pense que c'est très clair, et elle le dit plus ou moins ouvertement d'ailleurs dans le livret, puisqu'il y a des passages des interviews, c'est vraiment très intéressant. Procurez-le vous si vous pouvez. C'est un bon complément, je trouve, pour tous les fans. Juste, je termine, oui, parce que je crois que j'avais dit que j'en parlerai vite fait, sur la musique. La musique de Toto, hein, c'est quand même juste hallucinant d'ailleurs que ce soit Toto, le groupe Toto, qui ait fait ça. C'est leur plus beau travail, hein, je crois que je l'avais déjà dit il y a un an aussi, ça. Clairement, la BO du film de Lynch est hallucinante. Et il y a des points en commun, là aussi, à ce niveau-là, avec le film de Villeneuve. Je pense que Hans Zimmer, je l'ai entendu le dire, qu'il prenait des fois, quand il travaillait sur des films notamment qui étaient des franchises, comme Batman par exemple, en fait il a vraiment réécouté Danny Elfman à l'époque. Et il a, en fin de compte, fait un travail il a balayé ce qu'a fait Danny Elfman, mais en gardant la substance, vraiment la moelle quoi, de ce que faisait Danny Elfman sur le film de Burton, et ça a donné un peu ce qu'il a fait sur Batman Begins et puis sur les deux autres après. Et là je pense qu'il y a un peu un truc comme ça aussi avec Dune. Alors dans les thèmes, j'ai pas l'impression, quoique, il faudrait peut-être se pencher vraiment en profondeur dessus, mais surtout alors en termes d'utilisation des percus. Dans la musique de Toto, il y a des passages entiers qui sont que des percus, c'est pareil, et vraiment, clairement, on ne peut que penser qu'il y a une corrélation, et aussi dans des nappes, l'utilisation de nappes synthétiques, notamment dans les passages, je crois, de Vision. Il y a aussi une correspondance par moments, des sons un peu chelous aussi qui arrivent, etc. J'ai un amour profond voilà, pour la BO de Toto, avec un thème dedans de Brian Eno en plus. Il faut savoir, pour la petite histoire, que dans l'idée qu'avait Jodorowsky, enfin le projet qu'avait développé Jodorowsky, hein, ça s'est fait, le film ne s'est pas fait plutôt à cause de 5 millions qui manquaient, hein, dans le budget, il faut le savoir. Il avait quasiment bouclé le budget, et dans son idée, c'était notamment Pink Floyd et Magma, et encore d'autres groupes qui devaient faire la musique. Donc c'était déjà dans l'air du temps. Et là, j'avoue que ça aurait peut-être pas été stupide de la part de l'équipe de Villeneuve d'associer Hans Zimmer, comme ça s'est déjà fait, à, par exemple, hein, je sais pas, à tout hasard, à Trent Reznor, mais je pense que ça aurait pas été con, enfin Nine Inch Nails, parce qu'il y a vraiment un truc à faire qui aurait été beaucoup plus industriel, franchement industriel, etc., avec peut-être des guitares, des choses aussi un peu métal, etc. Ça aurait pu être cool, vraiment.
Parce que là, encore une fois, je trouve que c'est pas pauvre, hein, parce que Hans Zimmer, il en fout partout, hein, quand même, c'est très dense. Mais je trouve qu'à côté de travaux qu'il a fait, notamment, j'avais beaucoup aimé Dunkerque. Enfin, voilà, le film, déjà, j'avais beaucoup aimé Dunkerque, et notamment grâce à la musique, qui permettait une forme d'immersion complètement dingue. Et il n'y avait pas, voilà, il y avait pas beaucoup de thèmes non plus. Mais alors, les thèmes qui étaient présents étaient massivement puissants, quoi. Enfin, c'était... Et là, c'est pareil, hein, je veux dire, le seul problème que j'ai, c'est que je trouve que c'est des thèmes qui sont un peu... Déjà, j'ai l'impression qu'il revisite aussi des choses qu'il a faites par le passé, notamment la BO de Gladiator. Il y a bon, voilà, l'utilisation de voix féminines, un peu orientalistes, etc. Tac, tac, tac. Enfin, voilà, des choses orientalisantes plutôt. Enfin, voilà, il y a plein de points communs. Le coup des cornemuses, c'est un peu comme le coup de... Alors ça, franchement, je me souviens pas si c'est dans le bouquin. Voilà, à un moment, les Atréides, le père et le fils, hein, le duc Leto et Paul, qui discutent de leur grand-père, et que Paul dit, bon, bah, de toute façon, le grand-père, voilà, je sais plus, il se dispute un peu, puis il dit, bah, de toute façon, le grand-père, bonjour les valeurs, en gros, puisque il faisait quand même de la tauromachie. On est en 10191 et voilà, il y a encore des mecs qui font de la tauromachie. Bon. Et puis voilà, et après il y a la scène avec les cornemuses. Ça me fait réaliser, d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, je vous promets. Ça me fait réaliser que c'est vrai. C'était une réflexion que je m'étais faite il y a un an, en voyant le teaser, et où j'avais de gros doutes sur la capacité de Villeneuve à nous faire croire qu'on était vraiment dans genre 8000 ans. Hein, on est plus loin dans l'humanité, voilà, à l'échelle galactique, et l'humanité s'est répandue à travers l'univers depuis des milliers d'années, s'est développée, etc. Et on a des cultures totalement différentes, des trucs complètement inconnus. L'espèce humaine est devenue son propre alien, quoi. Enfin, on est des aliens les uns pour les autres, quoi. Ce qui existe dans d'autres sagas, hein, comme Hyperion, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Non. Voilà, effectivement. Autant dans le film de Lynch, c'est tellement barré, quoi. C'est tellement, waouh, perché. Oui, je veux bien y croire, quoi. J'y crois carrément. En plus, on voit des esthétiques, on voit des choses clairement qui correspondent à pas grand-chose dans notre monde. Alors que là, dans le film de Villeneuve, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que si, ça fait penser à plein de choses tout le temps. Et en plus de ça, il y a des références qui sont très clairement issues de notre monde, de l'histoire récente notamment. Voilà, Bon, voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Regardez le film, faites-vous votre opinion aussi. Là, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, c'est pas grave, hein, de toute façon, s'il y a 3 personnes qui vont regarder, je m'en fous. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, on peut en rediscuter. Moi, ça m'intéresse dans les commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, quoi. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Je prendrai le temps voilà, de vous lire et qu'on échange, etc. En bonne et due forme. Voilà. Par contre, je termine là-dessus. Voilà, il y a un an, je m'étais aussi fait la réflexion de savoir si Denis Villeneuve était peut-être pas le meilleur réalisateur à même de traiter du vrai sujet, en fait, hein, de Dune, que par contre, voilà, David Lynch n'avait pas du tout traité, à savoir, voilà, celui du Messie repentant. Enfin voilà, du Messie plutôt destructeur, hein, qui au nom de sa guerre sainte, voilà, il y a ça aussi, de sa guerre sainte, hein, puisqu'on ne dit pas djihad dans le Dune de Villeneuve, je suis désolé, j'avais lu quelque part que si, ils avaient décidé de garder le terme, non, en fait ils ont pas du tout mis le terme djihad dans ce film, ce qui est un blasphème, sans jeu de mots, pourri, encore, mais c'est vraiment très important comme terme dans le bouquin de Frank Herbert, c'est pas pour rien qu'il l'utilise. Donc voilà, ça c'est un gros point noir, on sait pourquoi, hein, clairement, enfin voilà, il
il faut... Je pense qu'il y a certains termes, ils ont eu peur de la réaction des gens. Aujourd'hui, en 2021, si on fait dire à des héros occidentaux djihad, qu'est-ce que les gens vont penser? Bon, bref, en tout cas, effectivement, je pense qu'il a commencé à le faire dans ce film-là. Bah oui, Paul est vraiment, va être vraiment ce messie porteur de mort à travers l'univers, et qui va se rendre compte de ça, puisque là déjà il a commencé peut-être un petit peu tôt en ce qui me concerne, mais à avoir des doutes là-dessus, sur ce qui va l'attendre par la suite. Donc bah il n'y a plus qu'à attendre, parce que de toute façon maintenant c'est sûr et certain que le film va se faire, hein, le deuxième. Déjà, bon, il n'y a pas de doute en fait, hein, puisque moi ça me fait marrer les gens qui se demandent, parce que bah, dans le générique, on a d'une première partie, quoi. Vous croyez franchement qu'une énorme machine comme Warner va s'amuser à mettre d'une première partie sans être sûr à 300% qu'ils sont déjà probablement en train de faire le deuxième? Bah, bien sûr que si, évidemment. Enfin, voilà, il n'y a pas de question à se poser, ils vont le faire vraiment, c'est sûr. Et en plus, ils ont lancé, je vous disais, une série prequel et tout. Enfin, ça y est, c'est parti. Et je pense qu'ils sont partis vraiment pour longtemps. D'ailleurs, sur la franchise, quoi. C'est une franchise. Hein. Donc voilà, je termine là-dessus. J'espère qu'il n'y a pas eu de bruit parasite, parce que je suis très proche du micro. Bon, voilà, c'est à l'arrache, hein, total. Je vous souhaite de bien vous... Voilà. Plein de bonnes choses. Portez-vous bien, comme d'habitude. Et puis à très bientôt. Je sais pas trop quand, parce que voilà, petit détail sur la chaîne Réalimateur, j'ai vraiment pas le temps. Voilà, là j'ai plus le temps, et je préfère me concentrer sur des choses qui sont des projets perso, etc. et qui me tiennent à cœur. J'y reviendrai probablement à un moment ou un autre, hein, sur ce que je faisais, les chroniques de court-métrage, mais là... Voilà, j'ai même pas le temps de terminer. J'avais commencé à faire un numéro et j'ai vraiment pas eu le temps. Donc désolé en tout cas pour ceux qui peut-être attendaient la suite. Voilà, dites-le moi aussi en commentaire, ça me ferait plaisir aussi. Hein, s'il y avait des personnes qui se manifestaient un petit peu, voilà. N'hésitez pas à partager aussi. Enfin voilà, il y a eu un dernier numéro cet été qui a été balancé un petit peu à un mauvais moment, je pense. Je vais refaire une campagne voilà, d'en parler un petit peu sur les réseaux. Mais si vous le faites de votre côté, bah, je vous en remercie aussi. Allez, cette fois, c'est terminé et à très bientôt.